Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le nouveau podcast des apéros Motion Design. Vous le savez peut-être déjà, mais les apéros Motion Design, ce sont des after-work organisés à Strasbourg autour du motion design. Plusieurs formats sont généralement proposés, apéro after-work, apéro conférence, table ronde, le tout gratuitement. Notre objectif est avant tout de faire rayonner le motion design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontre et d'échange. Avec le confinement, ces événements sont bien entendu suspendus, mais on avait envie de continuer à vous proposer des contenus créatifs. On a donc pensé à un podcast. Rencontrer des créatifs, en apprendre plus sur leur parcours, leur quotidien, ça vous dit ? Dans ce nouvel épisode, je discute avec Anne Balança, une illustratrice motion designer. On parle de son workflow de production, de son projet autour du Covid-19, un spot TV pour le ministère de la Santé que vous avez certainement vu passer pendant le confinement, et de la position de la femme dans l'industrie du graphisme animé. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec Anne. Bonne écoute! Salut Anne, du coup, comment tu vas? Écoute, ça va bien, José. Ça va. Un week-end, on est bien. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est super cool. Merci à toi et merci à vous. Moi, je suis honorée d'être là. Nickel, parce que c'est vrai que t'es la première femme de tous nos événements confondus. Bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler, mais ça fait super plaisir. Écoute, plaisir partagé. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours éducatif, professionnel, tout ça? Oui, bien sûr, oui, on rentre dedans direct. On rentre dans le vif. On y va. J'ai pas fait moi j'ai fait mes études, j'ai commencé mes études post-bac à partir de 2007. Ouais, c'est ça, j'ai eu mon bac en 2007. Et à l'époque, moi je connaissais pas le motion design. Je pense que ça n'avait pas beaucoup qui connaissaient ou qui faisaient du motion design à l'époque. Moi, ce que je voulais faire, c'était du storyboard. C'est les souvenirs que j'ai en tout cas de ma terminale. C'est je voulais travailler plus ou moins dans le cinéma et faire du storyboard. Et du coup, avec mes parents, on a réfléchi on m'a inscrit à plusieurs écoles. Enfin, école d'art, je crois. Je devais faire une prépa art appliqué, quelque chose comme ça. J'ai pas été acceptée. Je devais faire un BTS communication visuelle. J'ai pas été acceptée. On m'avait aussi, je m'étais aussi inscrite sur plusieurs BTS audiovisuels en montage et post-production. Ce qu'on avait vu avec ma mère notamment, que potentiellement ça pouvait mener après 2 ans de montage, je pouvais être redirigée vers je sais plus quoi exactement, on avait vu à l'époque, mais bref, on s'était dit que c'était un premier pas vers le cinéma. Et du coup, je suis partie à Amiens. J'étais à Caen, je suis partie à Amiens 2 ans pour faire 2 ans de technique et de montage et de post-production. D'accord, ok. Et c'est là, du coup, c'est pendant ces 2 ans que j'ai commencé un peu à me familiariser avec notamment After Effects. Mais vraiment un tout petit peu. Enfin, un petit peu, oui. Essentiellement des effets spéciaux, quelques projets d'études en fin de BTS. Les premières bases, quoi, c'était pendant ce temps-là. Ouais, c'est ça, ouais, les premiers vraiment, ouais, les premières étapes. Je me souviens d'un projet de clip de fin d'année entièrement fait sur After Effects où on avait bien galéré. Mais voilà, on faisait déjà un petit peu, on avait fait tout en incruste, pas mal d'animations en calque de forme. Voilà, cool. C'était un clip de rap avec la référence. On avait une référence, c'était un clip de Kanye West. Forcément. Ouais, on avait des sacrées références à l'époque déjà. C'était ambitieux. Donc voilà. Et à la suite de ce BTS là, du coup, j'ai enchaîné, j'ai fait une licence pro en graphisme et web design, donc quelque chose de très large. Où du coup, j'ai un peu lâché la vidéo et je me suis plus focalisée sur le graphisme. Ok. Donc pendant une année, j'étais en alternance. Pendant une année, j'ai fait du print, j'ai fait du web design, j'ai fait un petit peu de packaging et j'ai eu l'occasion de faire un petit peu d'after aussi en faisant un projet en 3D. Ah, cool. Okay. Donc voilà, ça c'est... Mais bon, toujours vraiment, je
j'aimais bien After Effects, hein, ça me bottait bien. La 3D, j'aimais bien aussi, mais je sentais peut-être déjà que c'était pas trop mon truc. Et donc à la suite de ça, je suis restée dans l'entreprise où j'étais en alternance. Donc à l'époque, j'étais chez Alstom Power, qui est maintenant General Electric. Et je suis restée 2 ans à faire essentiellement du print, en fait, où j'ai fait pendant 2 ans des catalogues de formation pour leur centre de formation. Et un peu d'identité visuelle, un petit peu de vidéo, un peu de photos. Enfin, j'étais un peu sur tous les fronts, quoi. Voilà, j'étais un peu couteau suisse du centre de formation d'Alstom et pour leur communication visuelle, en tout cas. Et à la suite de cette expérience, du coup, donc ça, on était en 2012, je crois. J'ai arrêté et j'ai commencé à travailler en freelance à ce moment-là, en fait. Un peu par hasard, je voulais enchaîner avec une expérience en agence. Et comme j'arrivais pas à trouver une expérience en agence, parce que pour avoir un boulot en agence de com, il faut avoir une expérience en agence. C'est le fameux cercle vicieux. Voilà, c'est ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et du coup, moi, j'avais pas cette expérience-là, donc je trouvais pas. Mais en parallèle, on me proposait du boulot en freelance, et notamment en animation, enfin en motion design. Et c'est à ce moment-là que j'ai remis vraiment les mains dans After. J'ai réouvert After, je me suis dit ouais bon, on va essayer. Et en fait ça m'a plu tout de suite. Et puis aussi honnêtement, il y a eu du boulot en fait à ce moment-là en 2012-2013. C'est un peu la période où j'ai l'impression on commençait vraiment à avoir beaucoup de demandes en motion design. Ça a explosé, ouais, à ce moment-là. Exact. C'est ça, ouais. Mais du coup, t'avais déjà... Enfin, on t'a contacté comment? T'avais une référence qui avait marqué le client à ce moment-là, ou c'était par hasard vraiment? Non, ouais, c'était vraiment par hasard. Je m'étais fait un joli portfolio. Enfin, joli portfolio. Je m'étais fait un portfolio pour démarcher justement ces agences-là. Et en fait, non, ça s'est fait totalement par hasard. C'est une boîte de prod qui m'a contactée sans vraiment, du coup, que j'ai de référence en animation, mais qui m'ont demandé ça. Et puis en fait, après, ça s'est enchaîné. J'ai enchaîné pas mal de contrats avec cette boîte de prod là, et ensuite j'avais quelques trucs à montrer, peut-être des projets perso aussi un peu, et puis après ça a fait son chemin, quoi. Cool, ok. Ah, c'est intéressant du coup, ton parcours. D'abord vidéo, après graphisme, après t'as quitté du coup General Electric, et bim, tout de suite ça a presque marché immédiatement. Oui, alors tout de suite, pour être honnête, ça a pas été non plus été radical, parce qu'à l'époque, en fait, je sortais du coup de 3-4 années de salariat, et il faut dire que j'ai pris 1 an ou voire 2 ans de bon temps avant vraiment de me lancer vraiment à fond dans le freelance, hein. Parce que ouais, j'ai voyagé un petit peu, je suis partie un petit peu au Mexique, je suis partie un peu au Canada. J'ai profité un petit peu pendant ces quelques années, donc 2014-2015, et vraiment le freelance à temps complet, vraiment l'année test, ça a été, je dirais, ça a été 2015. Ouais, c'est ça, ça a été 2015. Ouais. 2015, ok. Ah, cool. Et du coup, tu t'épanouis pleinement maintenant dans ce taf de freelance? C'est the life. Je sais pas si c'est the life, mais en tout cas, c'est la mienne, et actuellement, elle me va très bien, oui. Ouais. Je considère avoir beaucoup de chance de pouvoir faire ce que je fais, de le faire dans des bonnes conditions et avec des clients qui sont plutôt chouettes, ouais. Cool. Bah, du coup, justement, en parlant de clients, attention la transition. T'as pu notamment travailler sur la campagne du Covid dernièrement. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Chouette client, le Covid. Très chouette client. Chouette client. Parce que nous, on entend ministère, on se dit ça doit être
ultra carré comme organisation. Ça s'est passé comment exactement Alors, écoute, j'ai été rechercher un peu. Déjà, moi, ça me paraît très loin tout ça. Pourtant, c'est pas si loin puisqu'on est début juin. Mais moi, ça me paraît assez loin. Donc, j'ai été rechercher un peu l'historique un peu de ce projet parce que tout s'est passé dans l'espace de 2 semaines. Et moi, avec le recul, j'ai l'impression que ça a pris 1 mois. Mais c'était assez intense, comme tu peux l'imaginer. Ouais. En fait, tout a commencé, on était... donc en fait, on a commencé à me contacter le 29 mars. Donc c'était un dimanche. On était confinés depuis 10 jours. Donc moi, je travaillais. J'avais quelques projets. J'avais la chance d'avoir quelques projets qui n'ont pas été annulés pendant le confinement. Donc j'avais de quoi travailler. Donc ça faisait 10 jours que je travaillais tranquillement de chez moi, un peu comme d'habitude. Donc je suis pas contactée par le ministre de la Santé, hein, non. Clairement, je suis contactée par Freebird, en particulier Juliette de chez Freebird. Freebird, c'est une agence de freelance avec qui je travaille depuis 1 an, enfin chez qui j'ai entre guillemets signé depuis 1 an et qui m'apporte de temps en temps des contrats en animation. Et donc Juliette me contacte et cherche quelqu'un pour un projet urgent pour le ministère de la Santé avec l'agence Mullenlow que je ne connaissais pas à l'époque. Et du coup, Juliette a proposé, je crois, quelques portfolios à cette agence-là, et le mien, du coup, a été retenu. Et donc, elle me contacte en urgence le dimanche pour me dire pour me demander si je suis disponible la semaine suivante. Et donc, moi, je pouvais un peu gérer mon planning comme je le souhaitais. Les projets sur lesquels je travaillais n'étaient pas particulièrement urgents. Enfin, donc j'ai accepté. Et donc, le lendemain, pour être briefé le lendemain, du coup, par l'agence Mullenlow et par le directeur artistique et toute l'équipe. Et donc le projet était un peu ambitieux. Le projet consistait à créer 3 pastilles de 20 secondes sur les 3 gestes barrières, je crois, et une dernière pastille qui regroupait ces trois animations-là, d'1 minute. Donc il y avait 4 animes à sortir pour alors à l'époque, au moment où j'ai été briefée, c'était pour le vendredi d'après. Bon, ça a évolué après, mais c'était en 5 jours, quoi. Donc voilà. Sacré projet. Ouais. Donc ce qui s'est passé par la suite, donc j'ai été briefée. J'ai été briefée, on a tout de suite commencé. En fait, on n'avait pas le temps vraiment de discuter ni quoi que ce soit. Donc tout s'est fait en manière parallèle, c'est-à-dire qu'il y avait du coup 4 scripts à faire. L'agence travaillait sur les scripts au fur et à mesure que moi je travaillais sur les storyboards. On faisait valider les storyboards et ensuite on enchaînait avec l'animation et la finalisation, puisque du coup c'est moi qui devais gérer aussi les sous-titres qu'on voit, parce que du coup la communication du gouvernement, j'ai eu l'occasion de découvrir toute la charte de la com du gouvernement. Et qui est pas simple évidemment, et avec laquelle il faut travailler, mais moi ça me dérange pas trop, voire pas du tout, parce que j'aime bien travailler avec des contraintes, ça m'aide. Donc évidemment on avait la palette couleurs à respecter, la typographie Marianne à utiliser, et on avait un petit logo Covid, on avait la langue des signes à caler, et le logo du gouvernement. Donc ce qui fait qu'au final sur le plan, on n'avait pas beaucoup de place pour l'information. En fait, ça laissait que de la place au centre. Donc c'était à prendre en compte. OK. Et donc voilà un peu pour le projet global. Ah, c'est hyper charté, quoi. C'est le gouvernement, ouais. Le gabarit, là. Ouais, c'est ça. Non, vraiment globalement tout le contour, on pouvait pas compter dessus. Il fallait tout, focaliser vraiment sur le centre. Mmh. Donc très rapidement, moi j'ai fait un espèce de planning
idéal, mais qui n'a pas été vraiment respecté parce qu'au fur et à mesure, en fait, évidemment, à ce moment-là, le ministère de la Santé avait quand même énormément de choses à gérer, et notamment du coup l'interlocutrice avec qui on travaillait. Et surtout pour le début du projet, c'était un peu compliqué d'avoir des retours rapides. Donc je me souviens que le premier storyboard qu'on a fait a mis un peu de temps avant d'être validé. Et du coup, on a dû enchaîner pas mal pour les suivants. Mais par chance, vraiment, tous les visuels que j'ai proposés, et dès les premiers personnages que j'ai fait, les premiers dessins, tout de suite, ça a été accepté assez rapidement, et par l'agence et par la cliente. Donc, cool. Vraiment, c'était un soulagement parce que c'est toujours un peu la crainte. Je savais que le premier storyboard serait un peu ce qui donne un peu le ton pour la suite du projet. Si dès le premier storyboard, j'ai 10 allers-retours parce que le personnage, il a pas les bons cheveux ou quoi, là, je sais que ça va être très compliqué pour la suite. Voilà, ça pue. Mais non, dès le début, en fait, même s'ils ont mis un peu de temps à valider le premier storyboard, en fait, ça leur a plu tout de suite, et on a vite enchaîné après par la suite avec les deux autres et puis l'animation. Cool, ouais. Ça a plutôt bien glissé, du coup, à part les petits couacs au début, ça... Bah écoute, ouais, sur une semaine, donc 7 jours en tout, ça a été plutôt... On s'en est plutôt bien sortis. Au final, sur les petits formats, ça allait quand même assez vite. Il y avait... moi, j'avais mes personnages, alors j'en ai réutilisé certains, évidemment, quand même, pour faciliter un peu le travail. J'en ai dessiné d'autres. J'ai fait en sorte aussi de me faciliter un petit peu le travail sur les animations. Je savais très bien en termes d'animation de personnages, j'aurais jamais eu le temps de faire quelque chose de très poussé. Donc ça, c'était vu dès le début. Et après, j'avais fait en sorte de me faciliter le travail aussi sur les projets after, que tout soit hyper bien organisé. C'est-à-dire que sur les temps, ou même les temps un peu morts, en fait, où j'avais pas de retour, j'anticipais un peu, et j'organisais tous mes projets, enfin, le projet master, puisque du coup, il y avait un projet master que je dupliquais ensuite pour tous les autres, avec la charte de prête, les sous-titres de prêt, tout était calé, et comme ça, j'avais plus qu'à me focaliser sur mes animes, quoi. Ok. Ah ouais, bah oui, tu m'étonnes, parce que si t'as un truc qui se répète, autant se faciliter le truc et pas perdre de temps par la suite que... Ouais, c'est ça. Bah il y avait notamment le fameux alerte coronavirus. Alors celui-là notamment, je l'ai entendu une paire de fois. Non mais voilà, donc il y avait toujours le titre, il était toujours animé de la même manière, le alerte coronavirus, et ensuite l'animation de fin, voilà, tout ça, il y a tout ce package là qui était prêt, et que j'avais déjà plus ça à gérer, en tout cas dès le début, quoi. Ok. Et est-ce que ça t'a rajouté une quelconque pression de te dire que tu vas travailler pour quelque chose qui va être vu par des millions de Français, ou tu l'as pris vraiment comme un projet lambda et... Ouais, non, pas de pression particulière, non. Ok. Non, je pense pas avoir eu trop de pression. J'avais plus la pression de sortir le truc, le projet dans les temps, et de sortir quelque chose de bien, quand même, enfin, vu le délai. Ouais. Mais je pensais pas plus que ça au public. Non, pas plus. Juste essayer de faire mon mieux pour essayer un peu d'aider à ma manière, pendant cette période qui était quand même spéciale, et cette crise, quoi. C'est clair. Ah bah ok, moi je pensais que, enfin tu vois, moi j'aurais eu bêtement une pression en mode oh merde, c'est le ministère, je vais être jugé, tu vois, enfin bêtement jugé sur son taf ou quoi. Non, pas trop, non, je te dis, au début, oui, c'est entre le dimanche soir où j'ai eu l'appel et le lundi. Ouais. Je crois que dans la nuit du dimanche au lundi, j'ai pas très bien dormi parce que je savais pas ce que j'allais sortir. J'avais pas mes visuels en tête. Mais à partir du lundi soir où j'ai commencé à envoyer des premiers personnages, pratiquement le premier storyboard était envoyé lundi soir, et je savais au moins que l'agence était contente. Mm-hmm. Déjà, pour moi, ça a enlevé un poids. Je savais que pour la suite, a priori, ça devrait bien se passer.
Quand t'étais lancé dans le process, Ouais. c'était bon quoi. Mais c'est Ok. juste la période, juste un peu avant où je sais ce que je dois, en tout cas tu sais ce que tu dois sortir. Donc pour le coup il y avait beaucoup de choses à sortir, mais t'as pas encore commencé. Et dans ma tête en tout cas Ça travaille. ça travaille pas mal à ce moment-là. Mais après non, pas trop le temps d'avoir la pression parce que tout s'est enchaîné assez rapidement. Ok. Et est-ce que tu as une manière spéciale de travailler vu que tu as fait les illus aussi et du coup l'animation? Est-ce que tu utilises des outils spécifiques? Est-ce que tu utilises par exemple Overlord ou la tablette graphique beaucoup ou l'iPad ou... Comment tu travailles? En fait, actuellement, depuis 1 an à peu près, depuis que j'ai investi dans l'iPad Pro, le process c'est d'abord sur l'iPad Pro. Ah ouais, ok. Donc clairement, j'ai remplacé le papier par l'iPad Pro, mais comme ça m'évite de scanner. Et ça marche très bien. Donc en fait, la toute première étape, c'est de faire un espèce de storyboard de blanc avec juste la voix off. Et pourquoi pas quelques idées d'illustration. Donc ça, je le fais sur Google, sur les outils Google, et je l'importe ensuite sur Procreate. Et okay. à partir de ça, je vais commencer à faire des croquis, et vraiment très 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 bateau, de ce qui se passe, de ce qu'on voit en tout cas à l'écran. Et à partir de ces croquis-là, je refais une deuxième passe avec là du coup beaucoup plus travaillé. Mais toujours détails, croquis, mais avec plus de détails sur les personnages et vraiment, les cheveux, tout. On a plus de détails sur la scène. Mais la première étape je peux pas me lancer dans une étape très détaillée dès le début. Faut le croquis moche avec des bonhommes bâtons d'abord, et ensuite une version plus détaillée. Et selon si j'ai le temps, je fais une 3e version encore plus finie sur l'iPad. Si j'ai pas le temps, et je crois que c'était le cas du coup, je passe ça directement sur Illustrator et à ce moment-là, je vectorise tout ça. Ok, ça marche. Donc le papier, c'est fini. Plus de croquis au crayon. Non, plus beaucoup, mais c'est pas bien. Non, j'avoue que depuis 1 an, je fais beaucoup, je passe beaucoup par l'iPad et c'est plus écolo. Ouais, non, pas tellement. Je sais pas si c'est plus écolo, non. Non, clairement c'est. Moi, ça m'a beaucoup aidé sur notamment l'illustration ces derniers temps. Mais je sais aussi que c'est un vice et que c'est un énième écran dans ma vie professionnelle et personnelle, et que je devrais passer un peu plus de temps sur justement du papier et peut-être des méthodes un peu plus traditionnelles. Mais bon, ça c'est quelque chose que je dois faire avec avec moi-même. Tu penses y retourner alors, avoir cette connexion de nouveau avec le papier? Ouais, j'espère. J'espère. Je fais un peu de. J'ai fait un peu de gravure il y a 2 ans. Je fais un peu de. J'avais fait pendant 2 ans aussi. J'ai pris des cours de modèle vivant que j'ai arrêté depuis. Mais enfin, non. Il faut que juste c'est une histoire de s'imposer le temps et que j'arrive à me dire tel jour ou telle semaine ou tel mois, je lâche les écrans. C'est quelque chose que je vais essayer de faire, je pense cette année peut-être, on verra. Okay. Je lâche les écrans et je dessine et j'ai je sais pas combien de feutres et de crayons et d'aquarelles qui prennent la poussière et qui méritent d'être utilisés. Tu penses que c'est important du coup d'être multimédia, enfin de faire du papier et de pas se faire du Procreate une journée, de faire de l'aquarelle? Tu penses que c'est important d'avoir pour la créativité? Pour mon développement un peu personnel et créatif, c'est important, je pense. Je le ressens. Il faudrait que je lâche un peu l'écran, que je lâche notamment les réseaux sociaux aussi, et que j'aille un peu plus m'enfermer et travailler toute seule dans mon coin sans avoir un œil sur Instagram ou sur Twitter ou sur ce que ce que font les autres. Ouais. Clairement, ça me ferait du bien. Après voilà, il faut que
faut que je prenne le temps de faire ça et que j'aille le faire vraiment pour un peu évoluer, je pense, dans mon style et dans mes créations et voilà, ouais, pour moi. Ok. D'ailleurs, ça me fait penser à tu parlais de ton style justement, il est, j'imagine, en perpétuelle évolution. Mm-hmm. Est-ce que toi, tu continues à te former sur des techniques ou sur des supports justement? Est-ce que tu continues de faire ce travail-là de formation sur des choses qui t'intéressent ou sur un style de DA particulier ou quoi que ce soit? Oui, complètement. Globalement, j'essaye de faire une formation par an. J'essaye vraiment de prendre le temps de faire une formation. Donc, j'ai fait une formation avec la Maison des Artistes, notamment. On a le droit à, en fait, un fonds et à des aides pour la formation qui sont hyper intéressantes, qui permettent d'avoir tous les ans, je crois, l'équivalent de 2 semaines de formation. Il suffit d'aller sur le site de l'AFDAS et d'aller regarder la liste des formations subventionnées par l'AFDAS. Donc j'ai fait une formation sur cinéma 4D il y a 2-3 ans maintenant, pensant que peut-être j'allais commencer à faire de la 3D. Bon, ça m'a plu, mais ça n'a pas mené très loin. Ça n'a pas abouti. Non, j'ai pas réussi à enchaîner sur un projet personnel en 3D. Ça m'a non, vraiment. Okay. Je crois qu'il faut que je tire un trait un peu sur la 3D. On oublie la 3D. Non, et plus récemment, du coup, je me suis formée en ligne. J'ai pris la formation de Sarah Beth Morgan sur School of Motion, que j'ai commencé en janvier et qui s'est terminée il y a quelques mois et que moi je suis encore un peu derrière. J'ai pas totalement tout terminé. Je dois être à la semaine 6, je crois, je sais plus. Okay. Bon, il m'en reste encore un petit bout à terminer et je vais essayer de terminer ça assez rapidement. Mais du coup, ouais, j'ai pris ça cette année. Ok, cool. Ouais, vraiment chouette formation pour s'améliorer en illustration pour le motion. Sarah Beth Morgan est vraiment une chouette formatrice. Elle explique super bien. Elle est chouette à écouter. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé sur la création de mes storyboards et sur l'illustration. Vraiment, ouais, ça, il y a un peu un avant-après, j'ai l'impression, entre ce que je faisais avant et ce que je fais maintenant en storyboard. Ok. Et pour rentrer dans un débat un peu plus HS, on va dire, mais si tu devais comparer ces formations en ligne aux écoles que tu as faites ou qui existent, tu penses est-ce que ça vaut encore le coup de nos jours de passer par une école vraiment, ou est-ce que maintenant on peut vraiment tout apprendre sur Internet et c'est peut-être des fois ça colle mieux à ce qu'on cherche? Vaste débat là, vaste débat. Non, je pense pas que ça soit. Je pense pas que les formations sur Internet peuvent vraiment remplacer une école ou une formation en école. C'est un super complément pour les gens, pour les créatifs qui ont un petit peu de budget à mettre là-dedans. Mais moi, encore une fois, du coup, je viens pas d'un cursus, je connais pas exactement les formations qui se font actuellement. Je sais pas exactement comment ça se passe. J'ai eu l'occasion de tester pour la première fois de faire une intervention chez iArtSup il y a quelques semaines, c'était pendant le confinement. Et ça m'a beaucoup plu. Mais je pense que les formations, globalement, elles doivent être, les formations en France, du coup, je connais pas vraiment ce qui existe actuellement en formation en pure motion. D'accord. Donc je connais cette école-là, je sais qu'il y en a plein d'autres. Après, je pense que de la même manière que les formations en ligne vont actuellement se chercher des super profs et des têtes dans le métier,
j'imagine que les formations en école devraient suivre un peu ce même système-là, c'est-à-dire vraiment aller chercher les super profs, des super coachs, des super intervenants extérieurs pour former les élèves. Ok, ouais. Ouais, c'est vrai que je pense le fait d'être avec un vrai professionnel du métier, c'est ça qui va motiver, enfin qui va te motiver à vraiment rentrer dans le truc, à t'intéresser encore plus. Ouais, carrément, ouais. Après, être enseignant et être créatif, c'est deux métiers complètement différents. Je pense que il faut des deux, c'est-à-dire qu'il faut des enseignants, enfin en technique, en histoire de l'art, en montage, et avec quelques intervenants extérieurs béton. Ok. Pour repasser juste à tes outils que tu utilises pour ton workflow, j'ai mentionné Overlord. Est-ce que tu l'utilises souvent ou tu ranges tes calques Illustrator et tu l'importes J'ai testé Overlord une fois, ça n'a pas marché. Du coup, il est vite passé, j'avoue, il est vite passé à la trappe et je me suis pas repenchée dessus. Ok. La raison, c'est que donc on parle bien, c'est bien le script qui permet d'importer directement sur After, c'est ça. Tout à fait, ouais. Du coup, j'ai pas eu l'occasion de le tester vraiment et de le voir fonctionner vraiment bien. Moi, je commence à avoir un peu effectivement mes habitudes et le fait de ranger mes calques, de préparer mes fichiers Illustrator pour l'animation. J'ai l'impression d'avoir besoin un peu de cette étape-là dans mon process pour commencer à réfléchir à l'animation, puisque du coup c'est à ce moment-là que je vais me dire tel truc va devoir être dans ce dossier-là, tel machin est dans ce dossier-là. Du coup, j'ai l'impression qu'Overlord pour moi ça serait trop rapide et j'aurais pas ce temps de réflexion là. Ok. Non, mais c'est bien d'avoir l'habitude de ranger les calques. Ça, c'est de toute façon c'est la base, je pense. Et encore une fois, du coup, je sais pas si Overlord, j'imagine que tu as quand même besoin de ranger un minimum. C'est pas le script qui va le faire pour toi quand tu utilises. Je sais pas, tu l'utilises toi ce script? Oui. Du coup, c'est plus après dans After où là t'es vraiment obligé d'avoir tes précompes bien clean, bien nommés et tout. Mais sinon à partir d'Illustrator, c'est vrai que j'ai pas perdu l'habitude de nommer mes calques, mais je le fais moins souvent. Du coup, à cause ou grâce à ça, je sais pas. Donc en fait, tu ranges sur After au lieu de ranger sur Illustrator, c'est ça. C'est ça. Ok. Bon. Et du coup, toi qui fais illustration et motion, tu penses que c'est un plus? Toi personnellement, quand tu te vends en tant que freelance ou juste dans la manière d'aborder un projet, tu penses que c'est vraiment un plus? Je pense que pour pas mal de clients, c'est un plus d'avoir une seule personne en contact, en tout cas pour gérer un projet motion du début jusqu'à la fin. Après, personnellement, sur le long terme, je suis pas sûre que. Enfin, moi, j'adore les deux. J'adore la partie illustration, création, storyboard, style frame. J'aime beaucoup cette partie-là, et j'aime beaucoup la partie animation. Et j'ai l'impression que d'ici quelques temps, il faudrait que je choisisse. Et j'ai pas envie de choisir. Mais j'ai l'impression que si je voulais vraiment évoluer encore dans ces domaines-là, il faudrait que j'en choisisse un. Et pour vraiment avoir le temps, parce qu'au bout d'un moment, j'ai pas forcément le temps de m'améliorer en illu et d'être à la pointe du dernier plugin ou quoi. C'est ça, de la dernière version de Duik. Je vais commencer à manquer de temps. Mais ça me... C'est frustrant. C'est un petit peu frustrant et je sais pas combien de temps. Enfin, honnêtement, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Mais j'ai l'impression que vraiment, il faudrait qu'à un moment donné, sans choisir, mais que je me dirige peut-être plus vers l'un ou vers l'autre. Et j'imagine que pour l'instant, s'il fallait choisir l'un ou l'autre, ce serait plutôt la DA et l'illustration.
Mais j'aime beaucoup l'animation aussi, donc c'est compliqué. Mais tu penses que c'est vraiment fataliste ou c'est plus pour pouvoir plus justement prendre de temps sur un aspect spécifiquement? Non, c'est vraiment plus. En fait, je prends exemple un peu sur. Enfin, ma réflexion vient un petit peu de comment dire, du monde du motion, mais aux États-Unis notamment ou en Amérique. J'ai l'impression que dans l'industrie aux États-Unis ou au Canada, on a plus tendance à vraiment à séparer les deux entre l'animateur et l'illustrateur ou le storyboarder, et que du coup ils ont des bêtes et des super animateurs, et ils ont des super directeurs artistiques aussi, parce que vraiment il y a un moment donné où ils choisissent l'un ou l'autre. D'accord, ouais. Sarah Beth Morgan, justement, elle a fait un petit peu d'animation pendant ses études. Elle en a fait un petit peu, je crois, après par la suite. Et il y a un moment donné, en fait, où elle s'est dit, non, finalement, l'animation, je sens que c'est pas mon truc. Je vais vraiment me focaliser sur la création et sur la DA. À l'inverse, son mari, lui, est un super animateur. Donc voilà, je me demande si on devrait pas. Enfin, ouais, si en France, on devrait pas un petit peu essayer de travailler plus en binôme, justement, et comme ça, on se retrouve avec des bêtes de DA et des animations qui envoient du lourd. Mais elles existent déjà en France, hein. On a des super studios et des bêtes de freelance qui bossent super bien. Totalement. Donc, ouais, plutôt team spécialisation pour canaliser des plus gros talents, entre gros guillemets, pour step up un peu le projet final. Du coup, ce serait ça. Ouais, dans l'idée, ouais. Je pense qu'il y a un moment donné, on peut pas tout faire et on peut pas tout faire bien. Et que potentiellement, même si au début c'est bien de toucher à tout, mais que au fur et à mesure c'est pas mal aussi de se spécialiser. Mais encore une fois, la variété c'est vachement bien aussi, et c'est bien de toucher à tout. Donc bon, à voir. Bah c'est vrai qu'avec ce métier, on a vraiment la chance de toucher à tout, vraiment, comme tu dis, donc l'illustration, même le son, le tournage, même à la limite, la photo pour du stop motion. Enfin, il y a vraiment plein d'aspects. Donc, je pense que, ouais, effectivement, si j'entends quelqu'un dire je m'ennuie dans le motion, je le croirais pas, quoi. C'est pas possible. Ah oui, non, vraiment, non, il y a pas vraiment le temps de s'ennuyer, mais pour des projets clients, notamment sur le sound design, moi je peux pas dire que je fais du sound design. J'en ai pratiquement jamais fait. Et pour moi, sound designer, c'est un métier à part entière. Et du coup, moi je préfère 1000 fois travailler avec un super sound designer qui va vraiment apporter vraiment quelque chose en plus sur les animations et donner vie aux animations par son travail. Et vraiment donner à la fin, du coup, vraiment un résultat final qui est super chouette. Et j'ai l'impression que des fois, peut-être certains clients essaient d'avoir un petit peu de tout, c'est-à-dire, est-ce que tu peux faire un peu de sound design, et est-ce que tu peux faire la voix off? Bah non. non, il y a un moment donné. Ah, la voix off, on t'a fait le coup de la voix off une fois? Oui, oui. Ouais, mais quand j'ai débuté en freelance, j'ai fait quelques voix off, mais j'ai très vite arrêté parce que c'est pareil, c'est un métier. C'est un métier, ouais, à part, ouais, exact. Du coup, et toi, tu dis, tu t'as pas cet attrait, cette appétence pour le sound design. Du coup, dans tes projets, est-ce que ça t'arrive de toi proposer un sound designer pour le projet, ou ça vient toujours de l'agence au-dessus ou du client au-dessus? Ça m'arrive de proposer quand j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir du budget et quand j'ai le sentiment que le projet vraiment en bénéficierait. Ça passe
ça passe pas toujours, voire assez rarement, parce que malheureusement le budget pour le sound design passe en dernier. J'ai l'impression dans la liste d'un budget motion, et c'est dommage, parce que en fait ça fait une différence énorme. Donc ça m'arrive de proposer de temps en temps, et dans ce cas-là je travaille avec un sound designer. Actuellement je travaille avec Pierre, on a travaillé une fois ensemble, qui est sur Rennes. Voilà, quand c'est possible, moi je pousse à fond et je demande, mais c'est pour l'instant j'ai pas toujours ça a pas toujours marché. Après j'ai eu quelques projets où l'agence avait déjà prévu sound designer, et on a fait des séries d'animations avec un super sound designer, et vraiment c'est là où on se rend compte que ça fait toute la différence, quoi. Et c'est hyper important de vraiment de faire ça. C'est clair. Il y avait un thème qu'on voulait aborder aussi ensemble, c'est la place de la femme dans le monde du motion. Est-ce que, comment tu perçois toi la place de la femme dans le motion, et tu penses qu'il y a des freins à son évolution professionnelle de ce fait-là? De mon expérience personnelle, j'ai jamais eu de soucis particuliers au fait que je sois une femme dans ce milieu-là. Ouais, ça aurait été triste. Dans mes souvenirs, enfin vraiment non, j'ai jamais senti le moindre souci à ce niveau-là. Le fait d'être femme motion designer, ça m'a jamais fermé les portes. Après, encore une fois, j'ai un parcours qui est un peu particulier. Je suis très vite, en fait, j'ai très vite commencé à travailler en freelance après quelques années. Donc le freelance, donc j'ai pas eu d'expérience du tout en agence. Dans les grosses agences, je sais que ça peut être un peu différent. En tout cas, la place ça peut être complètement différent. Mais après, la place de la femme dans le motion design, je saurais pas exactement te dire. Il y a énormément on est beaucoup à faire ce métier-là, et heureusement. Et moi, c'est vrai que j'ai plaisir. J'ai l'impression que sur certaines conférences ou en ligne, j'en vois pas beaucoup. Et du coup, j'ai d'autant plus de plaisir à à rencontrer des nanas motion designers en région parisienne quand je peux, cool. Et ça me fait plaisir d'en voir et de rencontrer sur des apéros et autres événements, en tout cas, auxquels j'ai pu aller. Et tu penses que du coup c'est une illusion, le fait qu'on croit qu'il y en ait moins, mais c'est dû pareil au même, du coup. Je sais pas du tout, honnêtement. Enfin, il faudrait des chiffres, je sais pas. Non, j'ai aucune idée. Moi, j'ai l'impression d'en voir quand même de plus en plus, en tout cas sur les différentes sur le forum ou page Facebook, comme Motion Café, comme je suis motion designer, je crois. Enfin voilà, j'ai l'impression d'en croiser de plus en plus. Faudrait demander, faudrait voir un peu dans les écoles, dans les formations en motion, s'il y en a autant que les hommes. Mais non, je sais pas si c'est une illusion. J'ai l'impression qu'on pourrait un peu représenter un peu mieux, peut-être, les femmes dans le motion design. C'est juste mon impression. Et quelles seraient les pistes du coup pour y arriver? Je sais pas particulièrement, honnêtement. Enfin, juste les podcasts comme le vôtre, les événements, les conférences. Faire juste attention à ce que sur une programmation de 10 conférences, il y a un peu plus que une conférence d'une créative, juste pour dire bon, on avait quand même une femme. Ok. Donc ouais,
garder comment on peut dire, cette distribution équitable dans les événements ou dans les rassemblements. Essayer. Je pense que c'est déjà le cas. Après, il y a plein d'initiatives qui sont prises, et notamment il y a une super initiative de trois animatrices britanniques. Non, elles sont pas toutes britanniques, mais il y a la page, le catalogue Panimation qui est ouvert pour toutes les femmes transgenres, les femmes non binaires. Qui est un catalogue qui est énorme de créatives et d'illustratrices et d'animatrices. Donc ça, c'est une super initiative. Il y a une page Facebook qui va avec aussi, où du coup on peut partager, on peut se poser des questions, D'accord. Dans l'animation, en tout cas, c'est la plus grosse initiative qui a été lancée, Okay. je pense, pour vraiment faire la promotion des femmes dans l'animation. Ah, super cool, ouais. Classe. Et du coup, il y avait Pucci qui disait... alors, je te lis la question en entière. Il y a encore malheureusement trop peu de femmes en France dans la sphère motion design. Comment arrives-tu à enjamber cette barrière encore trop masculine? Ouais. Alors en fait, encore une fois, moi j'ai jamais eu l'impression en fait d'avoir eu à enjamber quoi que ce soit. Pour moi les femmes sont là, c'est juste que il faut les mettre un petit peu plus au devant de la scène, sûrement. J'en croise de temps en temps sur Paris. Je pense notamment à la première nana avec qui j'ai sympathisé dans le motion design. C'est une grande pote maintenant. C'est Dylan Regal qui est basée à Paris, qui a commencé à travailler dans le motion en Turquie, à Istanbul, qui a fait beaucoup notamment d'animation sur les façades, comment on appelle ça? Le mapping. De mapping, ouais. Ouais. Et qui travaille maintenant depuis quelques années sur Paris, avec qui un de ces quatre on va peut-être travailler ensemble, et on a travaillé déjà ensemble en intervenant ensemble chez IARTSUP. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai rencontré il y a pas très longtemps Maeva Pensivi qui habite juste à côté de chez moi et qui m'a contactée pendant le confinement. Et on s'est rencontrés du coup pour la première fois juste après le confinement, et qui a on a à peu près le même profil, avec qui on a discuté aussi, on a pas mal échangé. Qui y a d'autres, je pense. Ensuite, moi j'ai une pareille à Lyon, j'ai beaucoup sympathisé avec Camille Bonda, qui je sais pas si on dit le Z, Camille Bondaz. Qui a fondé depuis quelques années un super studio qui s'appelle Maître Chat, avec son collègue Pierre-Yves, et qui elle se spécialise dans le stop motion. Ah cool, ouais. Donc eux ils font des trucs super sur Lyon. Non, les nanas elles sont là, les femmes sont là, c'est juste il faut les chercher, mettre un petit peu de lumière sur ce que font les femmes. J'en ai plein d'autres. À Montreuil aussi, parce qu'il se passe plein de choses à Montreuil, mais il y a Caroline Attia, qui est une super illustratrice et une animatrice plus traditionnelle, mais qui fait des super choses, qui vient de faire un court-métrage qui, je crois, devait être présenté à Annecy, mais qui du coup n'a pas pu. Qui est-ce que il y a un super studio qui s'est monté il y a quelques années, pareil, qui s'appelle le Faire Studio, en animation, ils font des superbes choses. Ouais. Et je sais notamment que je les ai rencontrés à Nantes au Motion l'année dernière. Ah yes. Et j'ai oublié son prénom, mais donc ils sont en couple dans cette histoire, et je sais qu'elle est plutôt à la direction artistique. D'accord. Okay. Non, il y a plein de nanas. En Angleterre, il y a le Wednesday Studio. C'est pareil, c'est un binôme de deux femmes qui font des superbes choses. Non, il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a du talent. Bien sûr.
Nickel. Il y a Florian Burner qui te demande quelle vision tu as du futur du motion, sa place dans la communication ou son utilisation avec d'autres moyens ou compétences, etc. Je suis pas sûre de pouvoir bien répondre à cette question-là. Parce que le motion, c'est déjà super large en tant que industrie créative. Et moi-même, j'interviens que dans une partie, c'est-à-dire l'animation 2D. Donc j'ai pas vraiment de vision en fait sur le futur du motion. J'espère qu'on va pouvoir continuer à innover et créer pour des super projets, des super clients, et que je pense qu'évidemment c'est pas prêt de s'arrêter, hein, vu les besoins qui sont de plus en plus croissants, notamment je pense aux réseaux sociaux. Je pense aussi aux animations, mais aux animations d'interface, de web, non, on est qu'au début, je pense. On est qu'au début. Ouais. Dernièrement, je vois beaucoup d'affiches en réalité augmentée, et du coup, quand tu les scannes, l'affiche prend vie, etc. Tu penses que, enfin, ce serait vachement intéressant du coup que ça se démocratise, ouais, que ça se voie un peu plus, ça pourrait être sympa, quoi. Et ben ouais, bah justement, il y a plein de choses qui se font dans ce domaine-là, et notamment à Paris avec Aurélien Janet qui s'est spécialisé dans la réalité augmentée déjà il y a quelques années, et sa maison d'édition Maison Tangible. Yes. Lui, il a déjà quelques expositions à son actif en réalité augmentée, et c'est super chouette. Je pense que pareil, j'ai un petit peu du mal, mais c'est un défaut, mais j'ai un peu du mal à imaginer moi tout ce qu'on peut faire avec ces nouvelles technologies là et ces nouvelles mais je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui travaillent sur le sujet et qui ont déjà plein d'idées quant à ces nouveaux supports et ces innovations là. Yes. Parce que bon, le 16/9, ça va un temps, mais... Les 16/9, oui, mais dans l'autre sens, le 9/16 maintenant. Ah oui, les stories Instagram. Ah bah ouais. Moi, je pense que, c'est déjà le cas, je suis sûre, en agence, hein. On va commencer sérieusement à créer dans ce format-là. Et moi, je réfléchis même à faire ma démo dans ce format-là. Allez, yes. À l'adapter, en tout cas. Je me dis, bon, pourquoi pas. On verra. Bah oui, clairement. Mais ouais, ça va être un nouveau format, en plus du format carré, en plus de plein d'autres choses. Mais... Yes. C'est vrai que le format vertical, il va aussi beaucoup enfin, c'est déjà le cas, mais beaucoup dans les affichages dans la rue, les espaces JC Déco et tout ça. C'est vrai que ça se fait beaucoup aussi en vertical, quoi. Ouais. Oui, c'était déjà le cas en print. Mais bon, ils ont gardé ce format-là en numérique. Après, moi, je suis vraiment pas pour la multiplication des écrans, notamment dans les espaces publics. Clairement, moi, ça c'est une question qui m'embête. Enfin, c'est vrai. Pour moi, c'est pas nécessaire de comment dire, de remplir le métro parisien avec ces affichages-là qui, pour la plupart, ne fonctionnent pas de toute façon, bug. Donc non, avec clairement, le gros écran bleu Windows. Ouais. Non, c'est vrai. Après, oui, ça c'est vrai que c'est encore un autre débat, la multiplication des écrans. Est-ce que c'est c'est un débat auquel on est lié forcément, puisque tout à fait. Dans notre métier quand même, c'est le support principal. Mais ouais. Est-ce que c'est dangereux après Enfin, moi, maintenant, j'hésite vraiment à investir dans des lunettes anti-lumière bleue, parce que je sens que dans 10-15 ans, je vais plus voir que d'un œil. Ah, je sais pas. moi, j'ai acheté ma première paire de lunettes cette année, et clairement, c'est l'écran qui m'a fait perdre la vue.
Ah ouais, c'est vrai? Oui. Bon, oui, moi je suis persuadée en fait que ça fait une dizaine d'années que je travaille devant un écran et que du coup ça fait une dizaine d'années que je travaille avec que je regarde en fait à 20-30 centimètres de moi et du coup ma vue de loin a clairement pris cher, ouais. Mais après du je coup, sais pas. Des lunettes de vue, tu veux dire? Ouais. Ah, ok, oui. De myopie, D'accord. du coup, je crois que c'est ça. Pour Possible. pour pouvoir voir de loin, parce que pour moi, mes yeux, en fait, ont perdu l'habitude de faire la mise au point loin. Parce que Ah, yes. je ne fais que Ok. la mise au point près sur un écran, sur mon bel écran d'iMac, mais qui du coup, enfin voilà, je suis focalisée et en fait, idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est se lever peut-être toutes les heures ou toutes les 2 heures et aller dehors et regarder autre chose que son écran et pas son écran de téléphone portable et pour faire travailler un petit peu sa vue de loin. Mais je sais pas si du coup des lunettes les lunettes anti-lumière bleue, je sais pas à quoi ça sert exactement. Je sais pas si ça. Bah, apparemment, c'est la lumière qui agresse les yeux des écrans, la lumière bleue, et du coup, c'est des lunettes à verre un peu teinte jaunâtre. Ouais. Et du coup, ça filtre ces rayons-là et ça aiderait en tout cas à préserver les yeux du contact non-stop des LED de l'écran, quoi, ou de l'écran en général. Ça peut être un complément de solution. L'autre complément de solution serait d'arrêter. Non, pas d'arrêter, mais de faire attention un peu au temps, effectivement, qu'on passe derrière nos écrans, même si encore une fois, dans nos métiers, c'est un peu compliqué de faire autrement. Ça marche. Du coup, est-ce que tu aurais une œuvre récente ou ancienne qui t'a inspiré ou qui t'a fait réfléchir ou qui t'a donné envie de faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire, ou une œuvre qui t'a marqué tout simplement dernièrement, que ce soit sur Insta ou peu importe? Ça peut être un artiste aussi ou un studio ou peu importe. Récemment, moi j'ai découvert le travail de Luis Mendo sur Instagram, qui est un illustrateur, je crois qu'il est d'origine espagnole, mais il travaille maintenant au Japon depuis 10 ans. Et il a un très joli style, super chouette. Je crois qu'il travaille pour le coup beaucoup au crayon. Ok. J'ai découvert aussi, j'ai découvert il y a pas très longtemps un studio, It's a Cat Studio. C'est une illustratrice portugaise. Qui est maintenant à Barcelone et qui est freelance et qui fait de l'illustration et de l'animation. Et c'est super chouette ce qu'elle fait. J'aime beaucoup. Et puis plus récemment, j'ai fait un stage de risographie il y a quelques mois, juste avant le confinement. Alors la risographie, pardon, Alors la risographie, c'est une technique d'impression avec un copieur ça se rapproche un petit peu de la sérigraphie parce qu'en fait on imprime une couleur par couche. Ah d'accord. Du coup, le copieur, donc le risographe, permet d'imprimer des couleurs hyper flashy avec des gros tubes d'encre en fait qu'on charge dans le copieur et du coup ça permet d'avoir un travail de superposition de couleurs qui est assez intéressant, un peu comme la sérigraphie. Et du coup pour ce stage-là, j'ai fait quelques recherches. C'est pareil, j'ai découvert le studio Risotto Studio qui est en Angleterre à Glasgow et qui font des super choses aussi du coup en risographie. D'accord. Mais voilà, chaque année j'essaie un peu de faire un peu, alors il y a quelques années c'était la sérigraphie, là, il y a un peu avant je fais un peu de linogravure. C'est ma manière à moi de sortir un petit peu de l'écran et de revenir un peu à du print, yes. mais sur des techniques analogues et hors de l'écran. Ok. Et du coup c'est aussi du coup par masque ou comme la sérigraphie ou t'as à chaque fois ta silhouette de couleur et ça. C'est ça, passe dessus. Mais c'est le copieur qui va graver en fait le masque
juste avant le début de l'impression. Ok. En fait, on voit beaucoup moins le process, parce que c'est vraiment la machine qui gère tout. Ok, ça marche. Et une petite dernière question. Alors c'est la question la question modcast, hein, clairement. Mm-hmm. Quel est ton apéro préféré? En ce moment, pendant le confinement, l'apéro préféré, enfin l'apéro, c'était souvent du Bourgogne et ligoté, si je dois citer un nom d'alcool. Mais clairement, oui, le confinement chez moi a été sponsorisé par le Bourgogne et ligoté. Okay. Et sinon, n'importe. Là, j'ai pas vraiment eu l'occasion de refaire beaucoup d'apéros. Mais idéalement, ce serait en terrasse avec des copains et un verre de Bourgogne ligoté. Ok, merci. Et est-ce que tu peux nous teaser un projet sur lequel tu travailles ou qui va sortir très bientôt ou... Actuellement, je travaille je termine un projet avec l'aéronef qui est je travaille beaucoup pour des clients à Lille en ce moment. C'est un hasard, hein. Y a vraiment pas de volonté d'aller s'installer vers là-bas. Mais du coup, je travaille avec l'aéronef depuis 1 an sur une série de vidéos. Donc on est en train de terminer, ça prend un petit peu de temps, le confinement a fait que ça a pris encore plus de temps. Ouais. Donc en ce moment, on travaille sur une vidéo sur la mobilité et sur les solutions qu'ils mettent en place à l'aéronef. Donc l'aéronef, c'est la salle de musique actuelle de Lille. D'accord. Et aussi à Lille, je travaille avec des copains qui ouvrent une librairie à Lille dans quelques mois, et pour qui du coup je fais une série d'illustrations. Cool. Pour leur boutique qu'ils mettront en vente à l'ouverture ou un peu après. Ah, d'accord. On a commencé par faire l'identité visuelle ensemble, et là du coup je dois travailler sur une série d'illustrations. Ok, stylé, cool. Voilà. Donc pareil, identité, illustration, vidéo, plein de trucs différents qui sont en cours, quoi. Ouais, c'est ça, cool. Ouais. Alors l'identité visuelle, j'en fais pas hein, de manière générale. Là, il se trouve que c'est pour des amis et qui avaient besoin d'un petit coup de main, et du coup je me suis proposé d'aider. Mais sinon, de manière générale, je fais plus d'identité visuelle. Et après, l'illustration, moi, je suis toujours partante pour faire de l'illustration et d'en faire des prints par la suite, et du coup de vendre un petit peu. Là, je vais essayer de m'occuper un petit peu j'ai une petite boutique en ligne que j'essaye de faire marcher. D'agrémenter, ouais. Ouais, voilà. Cool. Et puis après, il y a la démo 2020 sur laquelle je devrais me pencher incessamment sous peu aussi, mais qui va me prendre bien 6 mois, je pense, et qui sortira à la fin de l'année. C'est quand même les choses les plus dures à sortir, je crois, en fait, les démos reels. C'est pas simple, mais pour moi c'est un exercice qui est primordial, et c'est un super exercice pour un motion designer, pour le coup. C'est un exercice de montage, c'est un exercice de choix dans ses propres créations, de cohérence, d'essayer de trouver une certaine cohérence dans le travail de ces dernières années-là. C'est un choix c'est un travail qui est vraiment, je pense, qui est hyper intéressant, et qui peut en dire, je pense, assez long sur un motion designer. Et souvent, ça aide à prendre un peu le recul, surtout ce dont les projets sur lesquels tu as pu taffer, quoi. Donc c'est vraiment cool. Ouais, okay. C'est top c'est compliqué de trouver le temps, mais généralement, si c'est compliqué de trouver le temps de le faire, c'est que plutôt ça se passe plutôt bien niveau boulot, donc c'est plutôt bon signe. Mais je pense que c'est important de le prendre. Yes, c'est clair, c'est sûr. Et écoute, on a hâte de voir tout ça, de voir tous ces trucs sortir, c'est super cool. Et si t'as un petit mot de la fin ou quelque chose à ajouter, je pense qu'on
qu'on est sur la fin. Là. Donc, si tu veux ajouter quelque chose, une petite dédicace ou quoi. Eh ben, s'il y avait une dédicace là à faire, c'est une dédicace à vous, parce que bah non, mais clairement, c'est moi je suis depuis un moment ce que vous faites à Strasbourg, et je trouve que c'est vachement bien de tout ce que vous avez mis en place, les conférences, les apéros, et je pense qu'on a vraiment besoin de ça, en tout cas quand on est freelance et qu'on travaille un peu tout seul chez soi, comme j'ai pu le faire, plus maintenant, mais comme j'ai pu le faire. C'est hyper important de pouvoir d'avoir des occasions de retrouver et de créer des occasions de se retrouver et de parler justement de tout ça. Et du coup, big up à vous. Bah merci, c'est super cool, et ça va que nous motiver à continuer et à proposer d'autres choses. Donc merci. Et écoute, avec plaisir, et puis peut-être un de ces quatre on se verra sur Strasbourg. Avec plaisir. Nous, on peut te retrouver du coup sur Insta, Vimeo, tout ça. On mettra de toute façon les liens dans la description, mais c'est @Rani, il me semble. Sur Insta, c'est Rani avec un underscore, et après sur mon site web, sur mon portfolio et sur mon Vimeo. Ok, ça marche. On mettra tout ça dans la description. Ça marche. Merci encore infiniment. Écoute, pas de souci. À bientôt, j'espère. Bah Bonne soirée à toi. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent, et particulièrement à Tristan Le Panier qui a composé la musique de ce podcast. Je vous invite à aller le suivre sur SoundCloud, Tristan-Le Panier, pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à notre invitée de nous avoir donné de son temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'elle nous a partagées. N'oubliez pas d'aller la suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros Motion Design sur Facebook, sur Instagram @apéromotiondesign et sur Twitter @apéromotion. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du Modcast. Ciao.